Les rendez-vous de la conservation, un podcast inspirant proposé par MOOC Conservation et Youth Conservation de l'ICN. À travers des interviews d'acteurs engagés dans la conservation, nous souhaitons informer, former et inspirer tous les passionnés de la nature qui s'impliquent dans la protection de l'environnement. Bienvenue dans ces rendez-vous de la conservation. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Rendez-vous de la conservation, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui œuvrent chaque jour pour la protection de la nature en Afrique et au-delà. Aujourd'hui, nous recevons Hans Makundi, jeune Congolais, biologiste de formation, écologue marin, titulaire d'un master en gestion et conservation des écosystèmes littoraux et marins, ancien ambassadeur des MOOC Papako au Gabon et aujourd'hui ambassadeur des MOOC Papako en République du Congo et coordonnateur national du Réseau des jeunes pour la biodiversité, JIBN Congo. Fort de ses 7 années d'engagement en faveur de la conservation, Hans a participé à de nombreuses missions, études scientifiques, monitoring écologique, restauration d'écosystèmes, sensibilisation et formation environnementale, en lien étroit avec les communautés. Il porte aussi une attention particulière au rôle des jeunes, à l'éducation et à l'émergence de nouvelles idées pour penser la conservation autrement. Dans cet épisode, nous reviendrons sur son parcours, ses expériences sur le terrain, les dynamiques portées par JIBN Congo et la place de la jeunesse dans les combats pour la biodiversité. Bonne écoute. Bonjour Hans, ravi de vous recevoir aujourd'hui. Je vais vous laisser tout de suite la parole avec une première question. Pouvez-vous nous parler de votre parcours personnel et de ce qui vous a amené à vous engager pour la biodiversité en Afrique centrale? Ok, bonjour Hélène et bonjour à tous. Merci, c'est un privilège de me recevoir sur cette plateforme. Et bien, parler de mon parcours personnel, bon, vous l'avez déjà dit, je suis Hans Makundi, biologiste à la base et titulaire d'un master mixte en écologie marine, spécialité gestion et conservation des écosystèmes littoraux et marins obtenu en 2019. Alors, je commence mon parcours académique, on va dire, à l'âge de 6 ans au Congo et j'obtiens mon certificat d'études primaires et élémentaires à 11 ans. En 2007, j'ai mon BEPC, puis le bac scientifique série D en 2010. Et après mon bac, j'ai entrepris mes études universitaires à l'École nationale supérieure polytechnique, Brazzaville, en cycle de DUT parcours nutrition diététique avant, bien sûr, de m'inscrire à la faculté des sciences et techniques de Masuku au Gabon, où j'ai finalement obtenu une licence en biologie générale et sciences de la Terre en 2015. Et ensuite, en 2017, j'ai concouru avec succès la formation master en gestion intégrée des environnements littoraux et marins. Je suis alors entré à l'Institut des sciences halieutiques de Yabassi au Cameroun pour entamer le premier parcours. Puis l'année suivante, à l'école des eaux et forêts du Gabon, pour achever mon cycle et obtenir mon diplôme de master sous co-tutelle de l'Université des sciences et techniques de Masuku. Alors, il faut dire que entre-temps, entre 2011 et 2014, j'ai enchaîné des formations en parallèle, notamment en plomberie industrielle, électricité, le e-commerce. Puis j'ai servi comme réceptionniste dans un grand hôtel de la place. Et parallèlement, entre 2015 et 2017, j'ai travaillé comme prestataire de services dans une boîte informatique où j'apprenais en même temps la maintenance informatique et dispensais les cours en bureautique. En 2018, alors que j'étais encore étudiant en Master 1, dont j'étais au Cameroun, et j'étais actif dans une ONG de conservation des mangroves au Cameroun, je me suis inscrit comme étudiant du PAPACO dans le programme sur les aires protégées et conservation en Afrique de l'UICN. Et mes succès au cours de ce programme, pendant que j'étais étudiant, mes succès aux différentes évaluations, mon intérêt et mon dynamisme remarquable sur les questions en lien, ainsi que mon attention vers les autres apprenants, vont finalement me propulser l'année suivante à intégrer la Commission mondiale pour les aires protégées de l'UICN, donc la SMAP, comme jeune professionnel. Puis l'année qui a suivi, donc en 2020,
ambassadeur de Papakol Hussein pour le Gabon. C'est finalement en 2020, bon, c'est l'année que moi je considère comme mon premier vrai contrat, donc en 2020, mon premier vrai contrat professionnel, dans un cabinet d'études, d'expertise et de conseil HEC au poste de responsable bureau méthode. Cette expérience m'a permis de non seulement de confronter des notions théoriques de l'environnement adapté dans le contexte de QHSE, mais surtout de développer beaucoup d'autres compétences qui me permettent aujourd'hui de subvenir aux besoins essentiels et de s'armer de courage au lieu de perdre espoir. Et en 2021, j'ai travaillé pour une ONG environnementale comme responsable des projets pour la restauration écologique et conservation de la biodiversité. Par la suite, je suis rentré au Congo où j'ai fait un stage en 2022 au parc Odiala Kwakwa comme assistant de recherche, puis comme chargé d'appui à la communication environnementale en 2023 dans une association de conservation à Pointe-Noire. Actuellement, je suis ambassadeur de Papako Lucen pour la République du Congo et je coordonne le réseau national des jeunes pour la biodiversité que j'ai co-facilité la création en 2023 avec certains merveilleux jeunes Congolais. Voici un peu. Merci beaucoup, Hans. Très beau parcours, en effet. Voilà, merci pour ce résumé rapide de beaucoup d'années d'engagement et de travail fourni. Je voudrais qu'on revienne, Hans, sur votre rôle en tant qu'ambassadeur. Donc, vous l'avez mentionné, vous avez été ambassadeur pour le Papaco, tout d'abord au Gabon, pardon, où vous étiez en train de faire vos études. Et puis aujourd'hui, vous êtes ambassadeur en République du Congo. Est-ce que vous pouvez nous raconter à nos auditeurs en quoi consiste cette mission et surtout ce que cette expérience vous a apporté et vous apporte encore aujourd'hui? Ok, merci Hélène. Alors, je pense que je vais rattraper la première question. Donc, avant de parler de cette mission d'ambassadeur, il faudrait que je revienne sur mon engagement à la biodiversité. Et peut-être je vais un peu corriger ce que vous avez dit au départ, impliqué, engagé dans la biodiversité en Afrique centrale. Je vais simplement dire, rappeler, sinon donner l'information en disant que je suis engagé pas en Afrique centrale, mais je suis engagé pour la conservation de la nature de façon générale, donc pas seulement en Afrique centrale. Bon, toutefois, mes actions sont en effet menées en Afrique centrale. Ben, c'est tout simplement parce que j'ai eu la chance d'être né dans ce beau continent, riche en diversité biologique, et que la charité bien ordonnée devrait commencer par soi-même. Sinon, j'aspire une carrière internationale et je me dois de la construire par un parcours clairement défini, inspirant et durable. Alors, pour dire ce qui m'a vraiment emmené à m'engager, vous savez, Hélène, si vous avez entendu parler de l'Afrique et que vous l'avez compris, vous conviendrez avec moi que c'est un continent qui ne va cesser de surprendre l'humanité avec ses incroyables atouts, surtout en termes de ressources naturelles. Pour ma part, j'ai toujours été fasciné des interconnexions écosystémiques naturelles, des configurations et interactions complexes entre des espèces, entre des espaces et entre les deux niveaux, car tout jeune, c'était tout simplement beau et magnifique pour moi de voir l'action des phénomènes pittoresques de la nature par le bien des écosystèmes. Je prends le cas par exemple de la mer, qui pouvait abriter. Cela a séduit mon charme au fil des années, suscitant ainsi l'imagination qui a fasciné ma curiosité d'en vouloir en comprendre plus sur le fonctionnement. C'est à partir de là que j'ai alors orienté mon parcours vers les domaines qui pouvaient m'en apprendre un peu plus sur la biodiversité. Mais ce que j'ai découvert m'a tout simplement convaincu de devenir soit un défenseur direct de ce bien-être universel, soit un activiste impliqué et engagé, quel qu'en soit mon devenir. À ce jour, je suis ravi que je suis entre les deux et mes modestes actions apportent une contribution dans la réalisation de l'architecture naturelle que j'appelle la conservation de la nature. Alors, pour aller au fait de l'ambassade,
Pour aller au fait de l'ambassade de Papaco, l'ambassadeur Papago, mon rôle comme ambassadeur Papaco, faut de prime abord dire que ce fut un grand honneur et une opportunité pour moi de servir pour l'UICN dans ce beau pays engagé. Par le biais, bien sûr, de ce programme, de ce grand programme Papaco, surtout lorsque on sait qu'on représente tout un pays. En même temps, ce n'était pas chose facile, Hélène, car il fallait courir avec objectivité dans tous les sens pour promouvoir et vulgariser les mots conservation. Il fallait élaborer des stratégies communicationnelles et rédactionnelles afin de toucher et faire intéresser le public gabonais de ces formations-là. Et il fallait aussi être présent et suivre chacun des apprenants en apportant un soutien technique. Et quand je parle des apprenants, il n'y avait pas que des étudiants, hein, Hélène, et il y avait des personnels administratifs, donc il y avait des directeurs généraux plutôt, il y avait des acteurs para-étatiques, donc que ce soit à la conservation, je prends le cas de l'ANPEN, qui est l'Agence nationale des parcs nationaux, il y avait ces acteurs-là qui sont impliqués dans la conservation, qui s'intéressaient à ces formations, il y avait les étudiants des eaux et forêts, il y avait même des députés qui s'intéressaient à ces activités-là. Je prends les cas, par exemple, de M. Lee White, qui était ancien ministre de l'Environnement au Gabon, qui s'était beaucoup intéressé à cela. Et bien voilà, je devrais avoir ce rôle d'apporter un soutien technique à ces personnes-là. Hmm. Hein, l'histoire de les accompagner vers les inscriptions, les accès à l'évolution des cours et bien d'autres soucis qu'ils pouvaient rencontrer. Et en sus de cela, il fallait développer et initier des sorties écologiques, donc comme une sorte de stage journalier, vous voyez, afin de permettre aux apprenants de ces formations MOOC de confronter leurs connaissances théoriques acquises pendant l'heure de formation et à la pratique du terrain. Donc, je devrais aussi réaliser des séances de présentation des MOOC dans les écoles, chez les enfants, même parfois dans les groupes religieux, parce que je me rappelle, j'ai eu à organiser une séance comme ça avec un groupe des enfants des chœurs et aller vers les organisations de la société civile, des ONG, des institutions, des administrations et bien d'autres pour montrer l'intérêt de ces MOOC pour tous. Vraiment beaucoup de travail qui demandait plus d'attention et de leadership que je n'avais pas au départ. Hmm. Mais toutes ces épreuves, au fin de compte, n'ont été m'ont été en fait une réalité, n'ont été une réalité, en fait, ont été en réalité une formation qui m'ont permis à moi d'acquérir une nouvelle expérience et de développer d'autres compétences parallèles. Cette expérience m'a aussi permis de m'améliorer ou encore améliorer mon carnet d'adresses et d'être un référentiel au Gabon sur les questions des jeunes et de la conservation de la biodiversité. Et à ce jour, bien que je suis déjà, je suis au Congo, mais je vous avoue que je reçois toujours enfin, les appels d'assistance envers certains jeunes, tels que là, il y aura le One Youth Summit qui sera organisé au niveau du Gabon. Mais bien hier, j'étais en réunion avec pas mal de jeunes pour discuter sur la stratégie, comment les jeunes pouvaient s'impliquer ou encore apporter une forte contribution lors de ce sommet-là. Voilà, donc j'aurais voulu continuer d'œuvrer dans ce pays, mais j'avoue que non, j'avais une page à offrir au niveau du Congo. Merci. Justement, on va parler du Congo maintenant et des jeunes. Je l'ai dit en introduction et puis vous en avez parlé. Vous êtes aujourd'hui le coordonnateur du réseau des jeunes pour la biodiversité. Alors, je crois que c'est JIBN Congo en anglais. Pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément familiers avec cette organisation, est-ce que vous pouvez nous présenter ce réseau et ses principales actions? Bien sûr, puisque c'est mon travail. Alors, oui, GIBN Congo, en acronyme GYBN. Donc, chez nous, en français, on dit GIBN, mais les Anglais disent JIBN. Donc, GIBN Congo, également connu sous le nom RCBN, donc l'acronyme RCBN, Republic of Congo Youth Biodiversity Network, est la section nationale, donc la représentation en République du Congo du grand réseau GIBN. Hein, GIBN, donc Global Youth Biodiversity Network. Voilà, donc, qui est traduit en français par le réseau global des jeunes pour la biodiversité. Donc, Guinée Congo, c'est donc un réseau des jeunes dédié à la conservation
de la biodiversité. Le réseau vise à contribuer à la conservation de la biodiversité en République du Congo, de donner la voix de la jeunesse congolaise dans les différentes négociations sur la biodiversité, à sensibiliser et éduquer sur l'importance de la biodiversité et à connecter les organisations de jeunesse, sinon des jeunes, pour créer une coalition nationale pour des actions en lien. Pour les actions en lien. Nous travaillons donc directement avec le secrétariat de la CDB parce que, comme je vous disais, Guibian, c'est le grand rassemblement des jeunes au sein du secrétariat des Nations Unies sur la Convention de la diversité biologique. Donc, nous étant la section nationale de Guibian, donc nous travaillons étroitement avec le secrétariat de la CDB, qui est la voix, comme je le disais, pour la jeunesse. Mais il faut reconnaître que euh, il faut reconnaître que nous ne recevons pas vraiment, comment on l'appelle, nous ne recevons pas vraiment un appui, hein, bien que nous soyons, comment on l'appelle, directement au sein de Guibian, mais nous ne recevons pas directement un appui de Guibian, tout simplement parce qu'il y a plus de 180 chapitres et pour le seul petit noyau réseau faire face aux 180 pays, sinon 190 pays, c'est pas facile. Donc, nous sommes obligés parfois de nous initier nous-mêmes, d'aller vers nos autorités, de nouer de nouvelles collaborations, de nouveaux partenariats, afin de s'adapter aux contextes qui sont les nôtres, parce que chaque chapitre doit travailler en fonction du contexte national. Alors, comme action principale, autant que réseau des jeunes pour la biodiversité, notre champ principal est la biodiversité. Par conséquent, nous nous focalisons sur la jeunesse, bien sûr, afin de participer aux événements, hein, comme je disais dans les négociations sur la biodiversité, de développer et de mener des projets ou de réaliser plusieurs actions dans le domaine en attache à la biodiversité. Je parle là de la biodiversité forestière, je parle là de la biodiversité marine, je parle là de l'alimentation et l'agriculture, des espèces envahissantes, de l'économie environnementale, je parle de la communication environnementale, donc c'est-à-dire la sensibilisation et l'éducation environnementale. Je parle là du tourisme et biodiversité, je parle des aires protégées et la conservation. Je parle sur les questions de changement climatique, du genre et de l'équité. Je parle de l'urbanisme et le développement local. Je parle de la communauté autochtone et bien d'autres domaines, mais en mettant la biodiversité au centre. Donc, peu importe le domaine, tant que la biodiversité peut venir intervenir, eh ben, nous, ça nous intéresse. Il faut juste reconnaître que les défis sont grands, car entre les intérêts à court et moyen terme des différentes organisations et l'esprit de compétitivité où chacun veut s'imposer, surtout sans l'appui considérable des autorités, il est vraiment difficile pour nous d'aller vers une vraie coalition des valeurs partagées. Chacun voulant tirer, bien sûr, l'accord de son côté. Mais nous sommes un réseau des jeunes et ce que nous voulons construire est plus grand que le présent pour hisser haut les couleurs de notre jeunesse. Il nous faut donc user de patience et de courage en gardant les yeux sur le cap et en multipliant des appels à l'unité. Aujourd'hui, nous collaborons déjà avec certaines organisations qui commencent à comprendre pour promouvoir la conservation de la biodiversité et le meilleur est à venir, nous les espérons. Bah, on l'espère aussi, Hans. Et c'est un sujet, nous, au Papaco, qui nous tient à cœur, celui de l'éducation environnementale et de la formation, de sensibilisation des jeunes générations. Euh, Vous avez travaillé vous-même sur plusieurs projets, vous êtes engagé donc au sein de GIBN Congo. Pourquoi, selon vous, l'éducation environnementale est aujourd'hui une priorité? Ben, écoutez, Hélène, premièrement, à la base de l'éducation ou de la formation, nous avons la transmission des connaissances. Vous savez, pour les chrétiens, même la Bible le dit, hein, c'est faute de connaissances que mon peuple périt. Bon, selon sous-entend quoi? Tout simplement que, donc, sans la connaissance, il n'y a pas de citoyen conscient. OK? Et encore moins des citoyens capables de faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mieux. Voilà, donc pour ma part, mettre la priorité sur l'éducation et la formation environnementale est vraiment crucial pour informer à la base, puis faire, comment on l'appelle, puis faire connaître la nature et les écosystèmes, pour favoriser
la compréhension des enjeux environnementaux et faire adopter sans forcer les pratiques responsables et durables, suscitant ainsi de l'engagement pour un avenir meilleur. Et justement, un avenir meilleur, on en a parlé, mais j'aimerais juste qu'on revienne un peu dessus. Alors, vous avez évoqué le Gabon, vous avez aussi évoqué le Cameroun. On va peut-être parler plus spécifiquement de votre pays de naissance et puis de cœur, la République du Congo. Quels sont les défis spécifiques à la conservation de la biodiversité auxquels fait face aujourd'hui la République du Congo? Alors, vous me permettez, moi personnellement, généralement, je dissocie les enjeux et les défis. Généralement, je dissocie les enjeux et les défis. Alors, Hélène, pour bien gérer les ressources naturelles, il faut d'autres types de ressources, hein, et une planification qui prend en compte non seulement l'objectif de la gestion de la valeur à conserver, mais aussi des interactions autour. Donc, je parle là des communautés, des paysages, des acteurs, que ce soit des acteurs impliqués directement ou indirectement. Je parle aussi des capacités adéquates pour la tâche à faire. Je parle des équipements ou moyens techniques, mais aussi des moyens financiers, et j'en passe. Le défi principal observé, et qui d'ailleurs est le commun de l'Afrique centrale, hein, est celui financier. Mais là encore, il faudrait avoir une gouvernance qui respecte vraiment les engagements et privilégie l'efficacité des objectifs de gestion. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux simplement dire que la difficulté de recevoir les financements dédiés à la conservation ou à la préservation de l'environnement est une chose. Mais savoir orienter les financements reçus pour servir pleinement à la cause en est une autre. Vous voyez, c'est vrai que plusieurs acteurs locaux engagés et dont même l'implication est stratégique. Je parle par exemple des jeunes ou des peuples autochtones, hein, pour élever les défis des enjeux de la conservation, peinent à avoir accès au financement ou à l'accompagnement pour réaliser des projets objectifs. Tout simplement pourquoi? Parce que soit l'accès à ces financements est difficile et parfois trop contraignant pour certains acteurs, comme les deux groupes que j'ai cités en amont. Mais souvent, même lorsqu'il y a un peu de financement, surtout au plus haut niveau, généralement, il ne s'aligne plus aux objectifs de la gestion. Je ne dis pas il ne s'aligne pas, je dis il ne s'aligne plus aux objectifs de la gestion. Donc, vous croyez que non, là, j'essaie d'indexer un peu la gouvernance à côté de la gestion. Donc, ce qui fait que le business plan établi en amont souffre du manque d'exécution et que le type de gestion qui sera remplacé va tout simplement permettre de justifier que nous avons fait telle dépense, mais sans présenter un objectif concret vraiment qui a été atteint. C'est ce qui justifie généralement, hein, quand je dis généralement, je parle des pays de l'Afrique centrale et en particulier mon pays. Donc, ce qui justifie généralement le fait que les parcs fonctionnent au ralenti, car la gestion de ces patrimoines est en déphasage aux objectifs de la gestion prévue. J'ai souligné dans mes propos que la gouvernance, oui, à côté de cela, je peux même dire en amont, c'est la gouvernance qui joue un rôle déterminant pour impliquer une prise de décision juste et équitable, une gestion efficace des ressources et une implication de toutes les parties prenantes. Mais lorsque dans un pays, vous avez par exemple une gouvernance, ok, dans la transparence, la responsabilité, la participation, l'efficacité, l'état de droit, quoi encore je peux dire, l'équité de la durabilité, tous ces éléments-là manquent, eh bien, quelle que soit la volonté verbale de mieux faire, il n'y a pas de miracle à faire pour élever les défis des enjeux de la conservation. Donc, en termes de défis, eh bien, c'est un défi de gestion et de gouvernance, Mm. ok, qui met l'accent sur toutes ces ressources dont j'ai parlé. Donc, comment on l'appelle, la compétence technique, tout ce que j'ai cité en amont. Et voilà un peu. Mais après, euh, en termes des enjeux que le Congo fait face, mais ben, ce sont les enjeux communs, hein,
avec l'Afrique centrale, sinon toute l'Afrique. C'est quoi? C'est la pollution qui mine nos écosystèmes, qui mine nos mers, qui mine nos ruelles, nos quartiers, qui mine voilà, nos maisons, ainsi de bon, peut-être pas les maisons, au moins on essaie de gérer, hein, avec les sensibilisations que les communautés ou les ONG essaient de faire chaque fois. Bon, il y a certaines personnes qui essaient d'appliquer des bonnes mentalités ou des bonnes pratiques, mais l'échelle par rapport à ce qui se passe et à ce qui se présente est vraiment insignifiante. Donc, il y a encore vraiment un fort besoin de renforcer la sensibilisation afin de faire face à ces défis-là. Il y a l'érosion côtière qui est là. Il y a comment on l'appelle, voilà, ça c'est un enjeu très capital. Il faut le signifier. C'est quoi? C'est le manque d'adéquation, ok, entre les différents secteurs. Donc, je prends par exemple le ministère de l'Environnement, je prends par exemple le ministère qui se charge par exemple de l'affectation des terres, hein, je prends par exemple le ministère de l'urbanisation. Donc, le manque d'adéquation ou encore de parallélisme entre en fait, ces différents ministères ou encore différents acteurs qui permettent à ce que lorsqu'on superpose sur un plan donné, sur une carte, un espace quelconque, on se rend compte que non, l'espace qui était dédié peut-être à la conservation, eh ben, fait face à plusieurs enjeux. Voilà. Et bien sûr, il y a cela s'ajoute la sécurité, l'insécurité maritime le long du golfe de Guinée, qui est la réalité de tous. Et bien voilà, il y a plusieurs autres enjeux qui puissent accompagner ces défis-là au niveau national. Ouais, très intéressant et je pense qu'on pourrait en parler très longuement, mais malheureusement, on arrive à la fin de notre entretien, donc je vais devoir accélérer sur les dernières questions. J'en ai une peut-être personnelle que je voulais vous poser avant une question finale. C'est parmi vos nombreuses expériences du terrain, est-ce qu'il y en a une qui vous a particulièrement marqué, Hans, ou transformé? Ouais, bien sûr, il y en a plusieurs, mais je relève trois expériences qui m'ont vraiment marqué. La première expérience, c'est lorsque j'ai travaillé comme responsable bureau méthode au sein du cabinet HSE Gabon. C'est au Gabon. Et outre mes compétences en environnement que j'avais réussi, lors de cette expérience-là, de développer la polyvalence et l'adaptabilité. Il faut dire que j'avais un boss enfin un patron qui aimait la perfection et non l'à peu près. Et il m'a fait travailler avec pression en me confiant des tâches de l'entreprise qui n'avaient même rien à voir avec la biodiversité. Au départ, j'ai vraiment beaucoup buté, j'ai vraiment beaucoup été buté, mais au finish, cela m'a forgé davantage et beaucoup transformé, surtout sur mes capacités rédactionnelles, hein, sur les travaux de conception des supports techniques, mais aussi dans la pédagogie, parce que je me suis retrouvé, j'étais devenu formateur en HEC, hein, mais surtout, je réalisais d'importantes missions d'inspection et de certification des équipements roulants fixes de chantier au sein des grandes entreprises qui exploitaient le manganèse au niveau du Gabon. Vous voyez, donc ça, c'est déjà quelque chose vraiment de très marquant. Mais après, la deuxième expérience que je peux souligner, c'est lorsque j'ai travaillé comme responsable des projets de restauration et conservation de la biodiversité au Gabon, toujours. Et j'ai été, lors de cette expérience, face à un dilemme dont j'avais certes les acquis théoriques, mais aucune expérience terrain. Il était question pour moi d'accompagner une société chinoise en procédant à la restauration de 5 hectares de mangroves qu'elle avait détruites. Donc, il fallait donc gérer une équipe de 10 personnes. Il fallait planifier et coordonner les activités autour de la restauration jusqu'au livrable, mais surtout d'être capable de faire les plaidoyers en faveur de cette société face aux autorités compétentes, sur cette réparation écologique que la société avait apportée au travers de notre capacité technique. Vous savez, le Gabon est un pays qui prend vraiment au sérieux les questions environnementales. Et du coup, plusieurs entreprises se voient souvent sanctionnées et dédommagées. L'injustice causée aux écosystèmes surtout sensibles. Donc, cette expérience m'a donc permis de surmonter mes craintes, de développer la confiance en soi
mais surtout de croire en mon leadership que je venais de relever un grand défi et sauver l'image de mon organisation. Et l'autre expérience que je peux souligner fut comment on l'appelle, au parc au Diala Kokwa. Donc, quand je suis rentré au Congo en 2022, où j'ai fait mon stage, et dans cette expérience-là, c'était une longue mission de biomonitoring que j'avais effectuée avec une équipe, je crois, de 6 personnes. Donc, il était question là d'être déconnecté totalement de mon quotidien habituel pour demeurer pendant beaucoup de semaines dans le silence perdu de la nature, seul avec une équipe de 6 personnes, face aux mélodieux et agréables chants d'oiseaux, ainsi que différentes vocalisations de nuit, et de coexister avec les éléphants et bien d'autres animaux dangereux en plein cœur de forêt du parc. Cette expérience m'a apporté plus de plaisir, c'est vrai, mais le sentiment, surtout le sentiment de vivre à l'abri de toute exposition artificielle et d'acquérir une longue expérience en inventaire des grands mammifères. Voici un peu les trois que je peux mettre en avant. Mais sinon, il y en a encore d'autres, hein. Oui, on imagine, mais malheureusement, on arrive à la fin de notre entretien. Hans, je vais vous conclure avec une dernière question. Est-ce que vous auriez un message que vous aimeriez transmettre à celles et ceux, notamment jeunes hein, ou moins jeunes parmi nos auditeurs, qui souhaitent s'impliquer dans la préservation de la biodiversité? Bon, j'ai peut-être tort de le dire, mais je pense que le pétrole de demain en Afrique, c'est l'environnement. Une fois, j'ai lu quelque part une affiche à Brazzaville où il était écrit on ne parlera plus de l'Afrique noire, mais de l'Afrique verte. Mais je pense que c'est une pensée forte qui venait du président de la République. Et j'avais dit waouh de le penser. Alors, ce sont des pistes pour rappeler que la gestion environnementale, la conservation de la biodiversité sont au cœur des discussions mondiales pour faire face aux changements globaux et surtout espérer de favoriser un monde possible en harmonie avec la nature. Mais cela demande donc plus d'engagement ambitieux et une implication sincère, basée sur les valeurs universelles, qu'aux intérêts politiques et personnels. Je précise bien, basée sur les valeurs universelles, qu'aux intérêts politiques et personnels. C'est vrai, il faut le reconnaître, que dans un pays où le travail devient plus que du diamant, les jeunes se concentrent plus aux actifs à court terme que aux passifs à long terme. Mais investir dans l'entrepreneuriat vert est prometteur pour soutenir les efforts nationaux, contribuer au développement local et espérer une, une vraie sécurité financière de soi. Alors, la jeunesse est une force qui en même temps peut susciter de la tension pour le progrès local, mais aussi favoriser l'atteinte des objectifs de développement durable du pays. Sur les questions de la préservation de la nature, la jeunesse agit comme un moteur. Donc, je m'adresse à la jeunesse en disant que non, sur ces questions, vous agissez comme un moteur de changement et d'innovation. Et votre engagement, votre mobilisation dans la sensibilisation et l'éducation environnementale est un catalyseur du changement. Alors, n'hésitez plus, quel qu'en soit votre profil ou encore vos capacités, il n'est pas question de dire que non, je ne suis pas environnementaliste, je n'ai pas fait. Non, non, non. J'ai toujours l'habitude de dire que non, chaque jeune doit apporter sa pierre à l'édifice. Un informaticien autour de son ordinateur est capable déjà de gérer bien son quotidien dans son univers professionnel par déjà la gestion de déchets, ok. Et chez lui à la maison, par déjà, comme le président l'avait initié, le planting d'arbres. Donc, ce sont des engagements, des petits engagements, mais qui sont colossaux en fait. Donc, la jeunesse, rejoignez des associations, des ONG ou encore des réseaux de jeunes qui existent afin de vous connecter hein, ensemble avec vos semblables et élaborer des stratégies vers un monde harmonieux avec la nature, quoi. Et où chacun est maître de soi par des initiatives voilà, prometteuses et qui puissent faire atteindre chacun vers le succès. Donc, voici un peu ce que je peux dire à la jeunesse. Bah, écoutez, merci beaucoup, Hans. J'espère que votre message sera entendu. Je vous remercie d'être venu aujourd'hui témoigner. Merci pour vos paroles sincères, votre riche de terrain, de passion et de lucidité. Et puis écoutez, je vous souhaite une très bonne continuation et je vous dis à bientôt.
Merci Hélène, c'est toujours un plaisir et à bientôt. Et bon vent à vous et bien des choses à tout le monde. À travers son parcours, Hans nous a montré que la science, l'éducation et l'engagement des jeunes peuvent faire avancer la conservation sur des bases nouvelles, ancrées dans les territoires et portées par une génération consciente des enjeux globaux. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous à notre chaîne Les Rendez-vous de la Conservation, partagez-le autour de vous et rejoignez ce vaste mouvement d'acteurs qui œuvrent partout en Afrique et dans le monde à la défense du vivant. À très bientôt pour un nouvel épisode.